Vous avez sans doute déjà entendu parler de Jacques Mérine. Et pour cause, par la série de films à grand succès qui a été fait sur lui, même la nouvelle génération connaît le nom et le destin de ce bandit français, devenu une véritable icône. Numéro 1. Jacques Mérine, surnommé l'homme aux 1000 visages, est rapidement devenu l'ennemi public numéro 1. Recherché pour fait de vol à main armée, enlèvement, ce criminel très charismatique a fasciné les Français dans les années 70. Arrêté à plusieurs reprises, il devient ensuite célèbre pour ses évasions spectaculaires. Il en est à sa 3e évasion, tout aussi spectaculaire les unes que les autres. Des évasions qui mèneront à sa cavale. Une cavale d'1 an et demi qui prendra fin le 2 novembre 1979, porte de Clignancourt à Paris, lorsqu'il est abattu par des policiers au volant de sa voiture. Une voiture grise s'immobilise, criblée de balles. À l'intérieur, tu es net. Jacques Mérine. Une histoire incroyable qu'a décidé de nous raconter Bruno Mérine, son fils, ce soir, sur le plateau de Touche pas à mon poste. Merci d'être avec nous, Bruno Mérine. Merci d'être là. Je vous en prie. En plus, on a un petit, on connaît on a une personne en commun tous les deux. C'est vrai. Eh oui, mon père. Votre père. Eh oui, mon père qui vous habitez à côté de chez mon père. On est voisins. Et il paraît que mon père vous emmerde parce qu'il garde toujours sa voiture sur votre parking. Non, mais il a un parking commun avec le mien. Mais d'accord, ça va. Il m'ennuie pas du tout. Non, c'est vrai, vous me dites. Ça va, il est sympa. Il est très discret. Il est très discret, très L'inverse gentil. de son fils. Tout le contraire de son fils. Okay. Merci Bruno, en tout cas d'être là. Alors, Bruno, merci déjà de vouloir témoigner chez nous. Vous avez été élevé par votre père jusqu'à vos 3 ans. Oui, par mes parents. Exactement, par parents, oui. Et puis il est parti en prison. Oui. Vous avez alors grandi chez vos grands-parents. Comment se vit une enfance quand on est le fils de l'ennemi public numéro 1 ? Il faut savoir que Jacques Mérine, c'est le plus grand gangster de toute l'histoire de France. Voilà. Comment on le vit ? Est-ce qu'à l'école, vos petits camarades savaient qui vous étiez ? Et qui était votre papa ? Quand je suis à 3 ans, non. Oui, mais après, c'est-à-dire quand il est en prison. À partir du moment qu'il est connu vraiment dans les médias, on va dire c'est les années 70, là j'ai à peu près 8 ans, là dans la cour de récréation, les gens jouent à mon père. Et moi je me retrouve au milieu de mes camarades, je ne peux pas dire qui je suis. D'ailleurs, souvent j'ai eu des faux noms pour que ça passe plus facilement. Il y avait que le directeur qui savait qui j'étais en fait. Ah ouais. Pour éviter les questions. Est-ce que ça posait des problèmes au directeur de vous prendre dans l'école ou pas du tout ? Non, aucun moment. Non, d'accord. Aucun moment. Il n'a jamais été délégué de parents, j'imagine. Non. Il n'a pas été délégué de parents, il n'est pas venu. J'ai pas entendu. Ah non, délégué de parents. Non, donc vos petits camarades. En plus, j'étais un enfant sage. Ouais. Vos petits camarades ne le savaient pas. Non, personne. Même les parents des camarades. Le seul moment où ils l'ont su, c'est quand on m'a mis à l'abri dans un village en Savoie, pour me mettre à l'abri des médias, des flics et compagnie, pour que je sois peinard, que je puisse grandir, on va dire normalement, plus ou moins. Là, tout le village de Savoie le savait, mais personne n'en parlait. Et qu'est-ce que vous répondiez à vos petits camarades, aux professeurs, quand ils essayaient de savoir ce que faisait votre papa ? Ah ben, moi, j'ai appris pendant des années à dire que mon père était mort. Comme ça, c'était plus simple. Ah ouais. Votre papa ça m'évitait d'avoir des réponses. Alors après, les gens me demandaient de comment il était mort, etc., etc. Alors des fois, je faisais, papa, tu zigzags. Et ça passait, quoi. Mais c'est compliqué. Le plus dur, c'est de dire la vérité, en fait, quand on est gamin. Et quand on nous dit qu'on n'a pas le droit de dire la vérité, on fait comment, quoi ? Ah, bien sûr. Alors, comment on vit son enfance quand son papa est tout le temps en cavale ? Comment vous le voyez ? Comment vous arrivez à le voir ? Comment vous... Ça, je ne peux pas parler comment tu vas arriver à le voir. Ça sera dans mon livre, ça. Ouais, ça sera dans votre livre. Mais non, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de possibilités non plus, hein, parce que plus il prend du risque, plus est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce qu'il prenait des risques pour vous voir ? Pour voir ses enfants, oui. Oui, mais peu de fois. Peu de fois, mais très peu de fois. Il était déguisé forcément comme oui. Moi, je l'ai vu une fois, je ne l'avais pas reconnu. Alors. Ah bah bien sûr. Le gars arrivait avec plus ou moins dépanneur. En fin de compte, le dépanneur, c'était mon père. Ouais. Oui, Nicole. Vous êtes arrivé à nouer un lien très très fort avec lui au milieu de tout énormément. Ça a commencé, on va dire, pendant des années, pendant les 2 premières années, parce que comme il était dans les quartiers de sécurité, c'était impossible de le voir, en fait, au départ. Parce que lui, il n'avait pas le droit aux visites au départ. D'accord. Donc ça a mis un an et demi à peu près. Et dans les moments de cavale, il arrivait comme ça à tout moment, vous ne saviez pas ? Non, pas tant que ça, non, c'était vraiment exceptionnel ce genre de moment. Mais moi, c'était beaucoup plus les courriers, en fait. Un courrier pratiquement par jour. Et lui, c'est pareil, il adorait écrire. Donc, et après, je dirais, les meilleurs moments de complicité, c'est malheureux à dire, mais c'était au parloir du quartier de sécurité. C'est ça. Et c'est pas le meilleur endroit pour un gamin, mais pour moi... c'était quand même le meilleur moment parce que j'avais mon père face à moi. Quoi. Il était quel papa, Jacques Mérine ? Est-ce qu'il vous disait qu'il vous aimait ? Adorable. Il vous disait qu'il vous aimait quand vous veniez au parloir ? Oui. Mais il le disait à sa manière. Hein, mais moi, il était extrêmement fier de moi.
Je sais pas pourquoi. Vous dites que vous étiez un enfant très sage. Donc, Oui. Vous travailler bien à l'école, tout ça, il vous disait comment tu travaillais à l'école. Oui, mais il tenait. Ah ouais. Pour lui, il fallait pas que je fasse de bêtises. Ouais. Il fallait que je sois un bon petit-fils, parce que c'est sa mère qui m'élevait. Bien sûr. Il fallait que je sois un bon gamin à l'école pour pas qu'on me fasse aucun reproche possible. Moi, j'étais pas un ange non plus, mais pas loin. Est-ce qu'il est arrivé de vous gronder parce que vous aviez fait une bêtise? Il m'a engueulé une seule fois. Pourquoi? Une seule fois. Parce que, pour une histoire de mobilette, j'allais avoir 14 ans, donc l'âge d'avoir le droit à une mobilette. Moi, je voyais tous mes petits copains en avoir une, etc. Je dis à mon père, écoute, j'aimerais bien en avoir une, etc. Et je sais pas pourquoi, ma sœur, elle lui avait un peu monté la tête, etc. Et il s'est mis à m'engueuler au parleur, comme jamais il m'avait engueulé, quoi. Et 10 minutes après, je le regarde un peu comme ça, fait... C'est pas grave, ta mobilette, tu l'auras quand même. Voilà, bon. Mais bon, c'était une petite... Ouais, non, mais moi c'était important, je m'étais jamais fait engueuler par un père. Hein. Ah ouais, c'est ça. Depuis ma naissance. Il vous faisait peur ou pas? Non. Non, pas du tout. Non. Nous, oui. Hein. Vous, non, mais nous, on flippait. Hein. Oui, Nicolas. Il n'y avait aucune raison d'avoir peur. Et vous aviez la peur au ventre pour votre papa, non? En permanence, non? Oui. C'est ça. Oui. Et quelles informations vous arriviez à avoir Disons, tant qu'il était, c'est malheureux ce que je vais dire, mais tant qu'il était au quartier de sécurité, j'étais pas inquiet en fait. C'est ça. Parce que je ne vais pas dire qu'il était en sécurité, mais il était en haute sécurité. Donc voilà, il ne risquait pas grand-chose quelque part, à part les conditions de quartier de sécurité, que c'est encore d'autres sujets. Mais quand il était en cavale, je me disais, parce qu'il a été plusieurs fois en cavale, hein, bien sûr. On retient la dernière. Quand il était en cavale, à chaque cavale, j'étais angoissé. Et quelles n'importe quel moment de la journée, je pouvais Vous aviez des nouvelles par votre grand-mère? Vous aviez des nouvelles par votre grand-mère? Oui. Il arrivait à lui dire, ça va? On avait, d'une manière ou d'une autre, il y avait des contacts. Ouais. D'accord, vous avez des contacts. Oui. Et est-ce que vous avez vu les longs métrages sur votre père, notamment avec Vincent Cassel? Oui. Je sais que vous... Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je suis même dedans. Oui, il est même dedans. Vous l'avez aimé, vous l'avez adoubé. Non, disons, les deux films sont des très bons films au niveau cinéma, il n'y a pas photo. Vincent Cassel joue superbement. Voilà, c'est vraiment deux super films. Après, historiquement, ça reste du cinéma. Ah bon? Il y a des moments où il y a des petits raccourcis, des petits trucs. Il y a un complice qu'on retrouve qui n'est pas le vrai dans la réalité. Il y a une voiture qui explose alors qu'il n'y a aucune raison de faire exploser une voiture alors que tout le monde le recherche. Voilà, c'est un peu plus ce cinéma, truc à l'américaine. Alors, juste, je voudrais qu'on regarde un extrait du documentaire que vous allez voir ensuite, qui montre son évasion impressionnante. C'était de la prison de la santé. Vous dites que quand il s'évadait, vous étiez inquiet. Regardez. Le voilà à la santé, la prison dont on ne s'évade pas. Et à peine un an après le début de sa détention, Jacques Mérine et ses complices réussissent l'impossible. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et oui, Jacques Messrine s'est évadé, même si ici on n'aime pas trop les formules et le sensationnel. On est bien obligé de dire que l'ennemi public numéro 1 est depuis ce matin en liberté. Il s'est évadé effectivement de la prison avec 2 autres complices et il avait simplement réussi à se procurer une arme factice. Il a simulé une prise d'otage et puis là finalement, de façon très audacieuse, il a réussi à passer par-dessus le mur. Un peu comme dans des films de série B. Alors, bon, déjà, ce monsieur raconte n'importe quoi, c'est pas grave. Dites-nous. Il est incroyable, lui. Hein. Dites-nous. C'est bien ça, pour lancer le docu, c'est vachement bien. C'est bien qu'ils le disent. Déjà, les armes n'étaient pas factices, pour commencer. Deuxièmement, il n'y avait pas de prise d'otage. S'il appelle ça une prise d'otage, que mon père a enfermé tous les matons du quartier haute sécurité dans une cellule... Non, c'est il est enfermé. C'est la meilleure interview. Oui, c'est pas, voilà, bon, c'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf. Méchant. C'est pas ouf, il a enfermé les gens, c'est pas ouf non plus. Voilà. Il a dit tu bouges, je te bute, mais c'est pas ouf. C'est pas une prise d'otage. Lui, ce qu'il a dit à l'époque, c'est qu'il a retourné le quartier de sécurité contre eux. Comme on n'entendait rien, que quelqu'un qui est dans le quartier de sécurité, il pouvait gueuler comme il voulait, on l'entendait pas. Il les a enfermés comme ça, il pouvait gueuler comme il voulait, on les entendait pas. Alors, Jacques, il avait un code d'honneur, ne pas tuer de femmes. Oui. Ce qu'il a toujours respecté. Et ne tuer personne d'ailleurs. Oui. Alors, si, on sait qu'il a. On n'a pas les mêmes données. Hein. Ouais, il a au Canada en pleine fuite, on dit qu'il a tué 2 gardes-chasse. Oui. Voilà, en pleine forêt. Ce sera les 2 seuls meurtres retenus contre Jacques Mérine. Oui, c'est plus compliqué que ça. Alors. En fait, c'est pas lui qui les a tués, mais c'est son complice. D'accord. Et comme on était au Canada et que chaque personne, s'il est condamné, s'il prend à peu près 110 ans par cadavre, on va dire, on va simplifier les termes. Mon père a fait, j'en rajoute une, comme ça on sera tous les 2 complices, voilà. Ah oui, quand même. Oui, mais bon, pour vous, il n'a jamais tué personne. Il a tué des macros.
Des quoi? Des macros. Des macros. Macros. Pas le poisson. Parce que là, ça peut briller en 2 secondes. Vous en parlez vraiment comme mais il en parle dans l'instant de mort. Hein. Ça, c'est dans sa jeunesse, où il revient d'Algérie, il rencontre une prostituée qui s'est fait balafrer par un macro, mais le macro, il l'a enterré. Il respectait les femmes. Ah oui. Voilà. Il disait, voilà, jamais s'en prendre à une femme. Non, jamais. Voilà. C'est un gentleman avec les femmes, c'était un séducteur. Oui, un galant homme et un prince. Vous êtes combien d'enfants, pardon? 3. Ouais. Mais moi, j'ai grandi dans une ville, pardon de dire ça, avant d'habiter au Mureaux, j'habitais dans une ville qui s'appelle Marly-le-Roi. Oui. Et c'est le dernier endroit où... Le dernier appartement. Le jour qu'il a été assassiné, il allait à Marly-le-Roi. En direction de l'appartement. Si je peux vous poser une question, vous en parlez, c'est beau d'entendre ça, c'est votre père, etc. Et c'est quoi le souvenir que vous en gardez de votre père? Le souvenir? Ouais. J'en ai pas qu'un. Ça serait super simple. 2 souvenirs. La première fois que je l'ai vu au quartier haute sécurité. Et le deuxième souvenir, son assassinat. Vous êtes fier de votre père? Oui. Pas dans l'excessif. Moi, je suis moins fan que les fans de mon père, en fait. C'est vrai qu'il était très populaire, même à l'époque, et toujours maintenant. Mais en ce moment, c'est même incroyable, c'est sans fin. C'est sans fin, oui. On a parlé de votre relation avec votre père en prison, mais quelle était votre relation en dehors de la prison au niveau physique? Est-ce que c'était un papa qui vous faisait... Est-ce que dans votre vie, vous avez réussi à avoir une relation physique, des câlins, de la tendresse de votre père? Non, jamais. Du tout. Non. Même quand vous l'avez vu, les peu de fois peut-être que vous l'avez vu dans la réalité? Non, c'était même pas jouable. Ah, c'était pas jouable? Non. Bruno? Ah ben ça manquera toujours. Hein. Vous savez, déjà d'avoir un papa normal qui vous câline pas, c'est déjà pas cool. D'avoir un papa, je ne veux pas dire paranormal, c'est encore pire. Alors, il ne tuait pas de femme, il ne tuait pas les enfants non plus. Non, il ne se mêlait pas aux histoires de drogue. C'est pas un assassin, c'est un voyou. Hein. Voilà. Alors, le jour de son assassinat, comment vous l'apprenez? Mais en fait, pas de son assassinat, voilà. Mais il y a assassinat, il n'y a même pas, pas de photo. Il y a 27 ans de procédure pour obtenir un non-lieu à la fin. Donc, alors, on va voir dans le documentaire qu'il y a un policier qui était sur les lieux qui dit on pouvait pas, on a été obligé de tirer. Les gars, c'était Mérine, c'était pas n'importe qui, on a été obligé de tirer. Qu'est-ce que vous dites à ça? Alors moi, je dis qu'un mec enfermé dans une BMW... attaché à sa ceinture, les 2 mains sur le volant, face à 4 tireurs d'élite qui sont à 3 mètres de lui avec des fusils d'assaut de l'armée et avec une trentaine de flics tout autour. Si mon père est encore dangereux, il faut m'expliquer là. Il y a des grenades. Comment vous l'avez appris? Moi, je l'ai appris. Moi, j'étais donc à l'abri dans mon petit village de Savoie et je vais pour la Toussaint, je vais sur la tombe de mon grand-père. Je suis sur la route avec ma grand-mère. Heureusement que ma grand-mère n'avait pas d'autoradio. Donc on arrive à Clichy, à l'appartement familial, et dans la rue, des centaines de personnes. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà, tout le monde me saute dans les bras, ton père est mort, et voilà. Vous aviez quel âge? J'avais, on va dire 15 ans, parce que j'avais 14 ans et 20 et quelques jours, quoi. Vous avez été, bien sûr, vous avez pris la nouvelle... Dès que j'ai appris la nouvelle, je suis monté tout de suite à l'appartement pour allumer la télévision, pour me dire, je rêve ou je rêve pas. Vous en avez voulu à la police? Non, pas à la police. Parce que j'entends beaucoup parler en ce moment de violences policières, etc. C'est encore un autre sujet. Non, j'en veux à Broussard et sa petite bande de connards. Le commissaire Broussard qui était sur l'enquête pendant des années et des années. Voilà, j'en veux à ce mec-là et sa petite bande qui ont reçu l'ordre de tuer mon père, oui. Vous pensez qu'il leur a donné ordre de tuer votre père? Il ne voulait pas qu'il retourne en prison? Non, mais en retournant en prison, il va refaire encore du spectacle, le dernier procès qu'il a fait. Tout le monde applaudissait. Non, il voulait plus d'un mec comme lui, parce que le danger de mon père, c'est ça qui l'a conduit quelque part à sa fin. Quand on devient un gangster populaire, ça, c'est pas bon, ça. Ah ouais, c'est ça. Parce qu'il était très aimé. Il y a même des sondages sur lui, sur sa popularité, oui, Delphine. Alors justement, c'est votre... Élu l'homme de l'année par Paris Match. Par Paris Match, Giscard était 6e. Hein. Eh oui, élu homme de l'année, vous vous rendez compte? C'est incroyable, oui. C'était votre papa, donc vous l'aimiez, mais est-ce qu'un jour, vous lui en avez voulu des choix qu'il a fait dans sa vie? Parce qu'au final, il ne faut pas en vouloir à la police ou quoi que ce soit, c'est ses propres choix. Oui, mais vous vous rendez compte, si je dois en vouloir à mon père qui s'est fait assassiner de cette manière-là, je serais le pire des salauds de fils, quoi. Ouais. Des choix qu'il a fait avant, mais il a conduit à ça. Il a tellement payé fort, au prix fort, que je ne peux pas en vouloir à mon père. C'est pas possible. Il était populaire parce que surtout, il avait un engagement politique. Oui, il était les QHS. Et d'ailleurs, les jeunes ne mesurent pas.
être dans la prison, c'était une prison dans la prison. Une prison dans une prison. Et moi, ce qui m'a toujours frappé avec vous, c'est qu'en fait, il était psychologiquement, il n'avait pas craqué parce que les QHS, ça broyait les gens. C'est pour ça qu'il s'est évadé. Quartier haute sécurité. C'est quand même le premier motif de son évasion, parce qu'il a dit si je reste comme ça encore 5 ans, mais je serai brisé, je serai cassé. Et voilà, et en plus une évasion comme celle-là, il en a fait une plus forte au Canada. Hein. Bruno. C'était l'équivalent de l'Alcazar de l'Alcatraz au Canada, l'USC, unité spéciale de correction. Je peux vous assurer que celle-là, l'évasion, elle est belle aussi. Hein. Bruno, est-ce que vous avez songé un moment à faire la même carrière que votre père? Non mais c'est vrai. Ah oui, jusqu'à un moment, on y pense. Bah oui, à 15 ans, quand on perd son papa, on se dit... Je suis devenu plus jeune pilote d'hélicoptère de France, militaire. On m'a dit à l'époque, tiens, tu es devenu pilote pour faire évader ton père. Bon, le problème, c'est que mon père était déjà mort depuis quelques années. Bon, je suis devenu magicien, quelque part, c'est pas loin de mon père. Tout le long de sa cavale, il s'appelait Bruno. Après, je vais dire, pendant l'âge con, de 16 à 18 ans, oui, j'ai été presque tous les soirs en garde à vue. Ah ouais. Oui, là, je vous parlez de votre père quand vous étiez en garde à vue? Non, mais à un moment, je commençais à voir ma photo dans tous les commissariats et je commençais à me dire, mais c'est pas bon ça. Ah ouais. Vous disiez c'est pas bon, c'était une fierté? Oui, non, c'est pas du tout une fierté, non. Déjà, être pris, c'est pas une fierté. Ah oui. Le mec est gaulé qui se dit je suis fier d'avoir été gaulé, je suis fier d'avoir été en prison, non, il n'y a pas de fierté. Vous avez été approché par des gens voilà, qui vous disaient ah ça oui. Est-ce que tu veux pas prendre la suite de ton père? Dans tous les bords, dans tous les sens. Ah ouais, vraiment. Et vous avez toujours dit non? Spécialité. Vous avez dit non? Oui. Toujours? Ça vous a pas tiré des problèmes? Non. Non. Aujourd'hui, vous vivez une vie tranquille, vous vivez à côté de chez mon père. Oui. Donc, vous êtes tranquille. Je suis tranquille. Ah, vous êtes tranquille. Il y a une embrouille, il est là. Tout bip juste à côté. Voilà, exactement. Non, mais c'est ça. Aujourd'hui, vous êtes magicien. Oui. Pas aujourd'hui, depuis 25 ans. Pensez que votre père aurait été fier de vous? Je pense qu'il est fier de moi. Il est fier de vous. Il serait venu voir vos spectacles? Je pense qu'il la regarde de là-haut, oui. Ah ouais. Vous dites magicien numéro 1. Oui. Pourquoi? Ça, c'est pas de ma faute. Hein. J'ai été plus jeune pilote de France, numéro 1 magie, c'est de famille. Hein. Votre père était le numéro 1, donc vous... C'est ça, c'est de famille. Exactement. Vous êtes tous des numéros 1 chez les Mérines? Non. Quel que soit le domaine? Non. Non. Vous avez des enfants? Oui. Qu'est-ce que vous leur dites? Ils vous parlent de votre papa? De son grand-père. Bien sûr. Oui, elle m'en parle, mais pas tant que ça. Ouais. Pas tant que ça? Non. Elle a été voir le film? Oui. Ouais. Bah merci en tout cas. Je lui ai offert les DVD et tout quand même. Bah, bien sûr.